BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Nous voici midi 17 sur BFM Business. Alors a-t-on besoin de vous rappeler la situation dans laquelle se trouve l'économie française? On voyait tout ça tout à l'heure avec Thomas Asportas sur le plan des comptes publics. 235 000 emplois supprimés l'an dernier, un taux de chômage qui devrait grimper à 11% cette année. Forte hausse du nombre de faillites attendues, nous disait il y a quelques jours le cabinet Asterès. Et un appel récent, d'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu, de la part des administrateurs et mandataires judiciaires aux chefs d'entreprise pour aller au-devant des difficultés et lancer les procédures qui pourraient permettre, bien sûr, de les sauver. On va en parler quelques instants par vidéo interposée avec Sébastien Ley qui est avec nous. Bonjour Sébastien, bienvenue sur BFM Business. Entrepreneur, chercheur à l'Institut Thomas More. Vous publiez une étude dont les conclusions sont sans appel, Sébastien. Vous nous dites que face à cette situation, on a en France un régime des faillites, un régime de l'insolvabilité des entreprises qui est, je cite, médiocre et peu performant, ce qui ne manque pas de nous alerter. Déjà, peut-être faire un bref rappel. On parle de quoi quand on parle de régime de faillite et d'insolvabilité, Sébastien, en quelques mots? On parle simplement du traitement des entreprises en difficulté, donc faillite, liquidation, procédure collective au sens large. Vous savez, de manière générale, dans l'activité publique, il y a un très bon livre qui a été publié récemment par un député, François Cornu-Gentil, qui dit qu'on rate la plupart des réformes parce que le diagnostic n'est pas bon, on n'a pas d'outils d'évaluation du réel. Et donc, nous, on a voulu se dire, si on va au-devant de cette vague des faillites, quel est le cadre actuel? Est-ce qu'il fonctionne ou est-ce qu'il ne faut pas faire des réformes avant de pouvoir traiter cette vague de faillites? À la rentrée, probablement. On sait que le gouvernement a missionné une vingtaine de cabinets de conseil qui vont travailler sur ces cas d'entreprises en difficulté. Mais nous, on s'est posé la question, est-ce qu'ils ont les bons outils? Et dans un premier temps, avant d'ailleurs de publier des recommandations en juin, on a voulu faire une note de comparaison internationale, de benchmarking, de voir là où on se situait par rapport aux autres. Qu'est-ce qui pose problème fondamental? Parce que les mots sont forts, Sébastien. Régime des faillites médiocre et peu performant par rapport à ce qu'on peut voir chez nos voisins. Qu'est-ce qui pêche en France du point de vue des outils fondamentalement pour vous? Alors, les mots ils sont aussi en partie empruntés à des classements internationaux, notamment ceux de la Banque mondiale, qui nous classe à la 26e position, donc très loin derrière les pays scandinaves, la Finlande, le Danemark qui trustent les premières places, mais aussi par rapport à des pays assez similaires comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Il y a deux gros aspects de notre régime des entreprises en difficulté qui ne fonctionnent pas à l'heure actuelle. C'est premièrement le sort réservé aux créanciers de manière générale. Ça a un impact quand vous avez des faillites, mais en temps normal, en temps de prospérité, ça a aussi un impact parce qu'un créancier qui a été lessivé lors d'une faillite, qui n'a pas retrouvé sa mise, et les taux de recouvrement sont plus faibles en France que dans les autres pays, eh bien, la fois d'après, quand ça va bien, en cycle de prospérité, ils ne prêtent plus sur la juridiction concernée, c'est-à-dire la France. Donc, il y a la question des créanciers, et puis il y a la question aussi, et là, j'entends l'appel des administrateurs judiciaires, de l'anticipation des difficultés, c'est-à-dire la capacité du système et des outils juridiques et économiques pour traiter les difficultés en amont, avant d'en arriver à la liquidation, à la casse sociale. S'agissant des créanciers, vous dites procédure trop rigide et insuffisamment protectrice finalement. Insuffisamment protectrice, c'est-à-dire quoi, Sébastien, aujourd'hui? Ça veut dire que par exemple, quand vous avez une société qui est près de la faillite, que vous avez besoin d'un nouveau financement, très souvent le nouveau financement vient lessiver les anciens créanciers. Donc en tant que prêteur, en France, vous n'êtes pas dans une bonne position. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'en termes d'attrait de capitaux, je ne parle pas des fonds propres, des startups, etc., mais en dette, même sur le cycle de croissance avant le Covid, là, entre 2015 et 2019, la France a attiré moins de capitaux que des pays similaires, et notamment l'Allemagne, puisqu'on se compare souvent à l'Allemagne. En quoi il faudrait réformer rapidement ce système? Alors, il y a une réforme, il y a une réflexion en cours dont on va parler, qui cible peut-être pas le fond du problème pour vous, mais en quoi est-ce qu'il faudrait réformer ce système pour se débarrasser de ces manquements? Et puis, est-ce que beaucoup d'entreprises risquent de se fracasser sur la réalité de ce système pour vous d'ici quelques mois, finalement, Sébastien? Alors, il y a déjà ce qui marche, qui fonctionne bien. Ce qui fonctionne bien, c'est qu'il y a une protection des salariés assez classiquement en France, assez élevée. C'était le sujet auquel vous faisiez allusion avec la garantie des salaires. Ce qui ne fonctionne pas, c'est tout l'aspect créancier et traitement des dossiers. Donc, on fera des propositions au mois de juin. Mais l'idée, c'est de permettre d'anticiper les faillites. C'est donc de ne pas attendre. Alors, on ne sait pas véritablement quand va être la sortie de la crise sanitaire. On espère la fin du printemps, début de l'été. Ça veut dire que l'activité des tribunaux de commerce, ça ne va pas reprendre avant le mois de septembre. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir anticiper, ne pas aller jusqu'à la solution finale qui est la liquidation. Vous comprenez qu'en termes sociaux, c'est là où vous avez le coût le plus important. Et même si on a des outils, même si on a la garantie des salaires, etc., ça a quand même un coût pour la collectivité. Dans l'idéal, dans un monde idéal, il faut être capable de traiter en amont ces sujets-là, permettre
plus facilement la conversion des dettes en fonds propres. C'est un sujet qui va se poser avec la question des PGE. Oui. Et à un moment donné, il y a les réflexions à Bercy. J'ai été moi-même reçu à Bercy. Il va bien falloir se poser la question du traitement des PGE. On sait qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui pourront les rembourser sur les 5 ans qui sont alloués. Il y en a pour certaines, ça sera impossible, donc ça va être une perte sèche pour les prêteurs. Mais dans beaucoup de cas, il va falloir se poser la question de la conversion en fonds propres. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un dialogue fluide avec l'actionnaire? Est-ce que les créanciers peuvent proposer des plans de restructuration? Parce qu'à l'heure actuelle, tout émane des actionnaires. Ce sont toutes ces questions-là qu'il va falloir mettre sur la table entre maintenant et septembre. Entre maintenant et septembre, c'est-à-dire très peu de temps, effectivement, pour éviter que la réalité du moment rattrape ces entreprises. Merci beaucoup, Sébastien. Merci pour ces explications très, très claires.